Depuis le 6 mai 2024, le Togo a basculé dans un nouveau régime que nous connaissons tous d'ailleurs, la Cinquième République, qui est un régime parlementaire au contour toujours compliqué à cerner pour le citoyen et même pour un certain nombre de personnes averties. Alors ce soir, dans cette émission, nous voulons justement aborder la thématique de la participation citoyenne dans un régime parlementaire. On n'en sait pas vraiment assez de choses et c'est dans ce cadre que le collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT ayant inauguré ou bien ayant travaillé sur un projet intitulé La contribution des OSC à l'ouverture parlementaire, il y a un consultant, une consultante plutôt qui a été recrutée sur ce projet qui n'est autre que Madame Irène Diarni, qui est docteur en anthropologie, qui a écrit justement le guide citoyen sur le fonctionnement du Parlement et la participation citoyenne. Donc la participation citoyenne, justement, c'est ce qui retient notre attention ce soir. Madame Irène Diarni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors je rappelle que vous êtes docteur en anthropologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous parlons de participation citoyenne, avant même d'aborder la question de la participation citoyenne, ce que je voudrais savoir, que les téléspectateurs voudraient certainement savoir aussi, c'est pourquoi est-ce que le rôle du citoyen ne s'arrête pas seulement aux élections législatives? Ok, merci. Je crois que le citoyen doit contribuer pour pouvoir donner son avis et faciliter la gouvernance en termes de prise en compte des besoins de tous. C'est-à-dire, le citoyen, après avoir voté, doit contribuer. Mais très souvent, on appelle les députés les élus du peuple. Donc, on estime qu'à partir du moment où nous leur accordons notre voix, bon, ils vont faire le job à notre place. Mais il y a aussi le fait que les citoyens ne maîtrisent pas cet aspect. Ils oublient ce rôle de participation et se cachent derrière les critiques par manque d'information. Et ça, ce sont les éléments d'observation qui me permettent de le dire. Mais le fait que le citoyen, après avoir voté, continue par exemple de critiquer, est-ce que ce n'est pas une forme de participation aussi? Moi, je ne pense pas que c'est une forme de participation en tant que telle, puisque la participation doit se faire. Il y a des formes de participation en réalité. Et donc, critiquer là, est-ce qu'on Donc, peut dire critiquer que peut c'est en une faire forme partie de... aussi. Non, je ne suis pas totalement Alors, d'avis. c'est quoi alors la participation citoyenne? Et la participation citoyenne, c'est donc une pratique qui permet d'associer les citoyens au processus de décision politique. C'est-à-dire permettre aux citoyens de donner son avis sur la chose. Et est-ce que vous pensez que, enfin, depuis le 6 juin, par exemple, 2024, comme on l'a dit dans l'introduction, on sait que le Togo est rentré dans un nouveau régime parlementaire. Avant même de parler de la participation citoyenne, est-ce que vous connaissez un peu comment fonctionne le Parlement togolais? C'est-à-dire le nouveau régime, le nouveau Parlement, justement. Par rapport au fonctionnement, vous-même, vous savez que le Parlement, il y a le rôle législatif, le rôle de contrôle et le rôle de représentation. Oui, voilà. Représentation, contrôle. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec le nouveau régime, il y a le Sénat aussi qui s'est ajouté. Et donc, le Sénat travaille avec le Parlement. Et ce n'est pas comme l'ancien régime. Maintenant, il faut prendre en compte le travail des sénateurs et cela se complète avec ce que les parlementaires font. Alors, quand on parle du Sénat, qui, je dirais, je vais exagérer, qui est une nouvelle découverte pour les Togolais, puisque bon, ça n'existait pas avant, en tout cas pas ici. Le Sénat, le Parlement, les deux forment le Congrès. Bon, c'est quoi la différence entre le Sénat, le Parlement? C'est quoi concrètement le rôle du Sénat, le rôle du Parlement? À quel niveau les deux peut-être marchent ensemble? Bon, comment est-ce qu'on identifie tous ces éléments-là?
pour le citoyen lambda qui ne connaît pas trop ces éléments? Au niveau du Sénat, je crois que les propositions des parlementaires arrivent au niveau du Sénat pour observation, amendement, et un rapport est produit et cela revient au niveau du Parlement pour passer au vote et à l'adoption des lois. Et donc le Parlement et le Sénat, excusez-moi, apparaît donc au niveau du contrôle, je dirais, le Sénat est là pour contrôler en fait ce que fait le Parlement. Donc le Sénat est un élément de contrôle aussi. Oui. OK. Donc les parlementaires sont là, votent les lois, le budget, tout ce que vous voulez. Et le contrôle aussi. Oh, OK. Et les sénateurs contrôlent cela. Bien sûr. Et jusqu'à quel niveau? Est-ce que dans leur contrôle, est-ce que les sénateurs peuvent par exemple s'opposer à un texte ou à quelque chose que les parlementaires ont décidé? Exactement, le sénateur peut s'opposer s'il n'a pas les éléments nécessaires convaincants pour ce que le législateur propose. Le sénateur peut demander des explications complémentaires ou de plus amples explications pour comprendre et donner son avis par la suite. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un petit paradoxe là-bas, surtout quand on sait que tous les sénateurs ne sont pas élus? Donc c'est un peu comme les gens qui sont élus par le peuple viennent rendre compte à certaines personnes qui ne sont pas élues parce qu'il y en a parmi eux qui sont nommés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là-bas? Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ce que je peux dire, c'est vrai que les sénateurs peuvent être accrochés à leur position et je ne dirais pas oublier certains aspects de la chose, mais il y a aussi le fait de parler d'une même voix que nous ne devons pas oublier. Et entre sénateurs, ça aussi, ça peut agir sur leurs décisions, leurs propositions et leur manière de voir comparativement aux législateurs. Parce que le sénateur, quelque part, il y a certains, parce qu'il y a certains qui doivent en fait leur poste à celui qui les a nommés. Donc, effectivement, par moment, ça peut jouer. Effectivement. D'accord. On va maintenant parler c'est vraiment parler des parlementaires, on parlait des députés, tout ça. Concrètement, comment est-ce que le député peut arriver à contrôler l'action publique, l'action du gouvernement? Le député peut contrôler l'action du gouvernement à travers les interpellations, les visites, les demandes d'explications par rapport aux informations reçues. Le parlementaire peut avoir des informations auprès des citoyens à travers les organisations de la société civile. Je prends le cas d'un chantier par exemple qui n'aboutit jamais alors que c'est prévu pour un an par exemple. Aussi c'est ça, il y en a plein. Ça fait déjà 3 ans, il n'y a pas ceci ou cela et le parlementaire a ce pouvoir-là d'interpeller l'acteur concerné et lui poser des questions. Des questions. Alors, je reprends. Le parlementaire peut, par exemple, se saisir des dossiers qu'il y a sur la place publique. Oui. Et il le fait en lien avec sa commission. Okay. Parce que les parlementaires sont regroupés en commissions, en différentes commissions. Je parle commission environnement, commission santé, commission éducation, etc. Donc, ils doivent agir selon le domaine de la commission à laquelle ils appartiennent. D'accord. Et à part le fait de se saisir des affaires sur la place publique, est-ce qu'il y a une autre façon aussi pour les parlementaires de pouvoir contrôler l'action? Une autre façon? Oui, mais il y a les documents à vérifier. Il y a des rapports qu'on leur envoie. Ils peuvent vérifier si ce qui est écrit, est-ce qu'il y a des éléments de preuve? Est-ce que telle action a été déjà effectuée? Etc. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'interpellation. Comme quoi les parlementaires peuvent interpeller un ministre, etc. Mais de par le passé, on a interpellé des ministres qui ne viennent pas, qui ne répondent pas. C'est vrai que c'était dans la 4e République, mais dans la 4e République, on avait des députés aussi.
Oui, oui, oui. J'allais même vous dire que nous sommes en train de parler La du Cinquième régime République. Et parlementaire. qu'il faudrait Et rester dans ce cadre. depuis le début de ce régime jusqu'alors, je n'ai pas d'éléments de preuve pour vous dire que voilà, il y a un ministre, par exemple, qui est interpellé et qui n'a pas répondu aux questions ou qui n'est pas venu justifier. Il n'y a pas d'éléments de preuve concrètes. Je n'en ai même pas. Mais bon, par le passé même, ce qu'on disait, on a appris, est-ce qu'on a des preuves? Les gens le disent, mais est-ce qu'on a des preuves concrètes que voilà, telle autorité a été interpellée et n'a pas répondu? Bon, puisque vous ne souhaitez pas qu'on parle de par le passé, on va rester plutôt dans le cadre du présent. Et dans le cadre du présent, je pense que depuis le 6 mai 2024, 6 mai 2025, disons, on est en décembre, quoi. Ça fait 1 an et demi. Bon, on n'a pas encore vu un député interpeller un ministre ou je ne sais pas, ça dit que tout va bien, qu'il n'y a peut-être pas de problèmes sur la place publique. Par exemple, on aurait pu interpeller le ministre des droits de l'homme parce que ces temps-ci, il y avait eu des allégations. Là, je parle bien des allégations de la part de la société civile. À votre avis, pourquoi est-ce que les députés ne réagissent pas pour le moment? Je ne dirais pas qu'ils ne réagissent pas, mais peut-être qu'il y a des priorités actuellement et qu'ils gèrent. Peut-être qu'après, ils peuvent revenir sur ce dossier. Quand je prends la situation actuelle par rapport à l'étude budgétaire, ils ne peuvent pas laisser ça et gérer plutôt le dossier lié aux allégations. Oui, mais avant l'étude budgétaire, ce dont je parlais là, ça existait même avant même que l'étude budgétaire ne puisse voir le jour. Oui, mais à ce que je sache, c'est qu'il y a ils ont beaucoup d'activités à faire et il y a des priorités. Je suis sûre que ça viendra. Mais est-ce qu'ils communiquent vraiment sur leurs activités? Parce que quand vous dites qu'ils ont peut-être beaucoup d'activités, au moins si ça communiquait, si le peuple voilà, qui sont censés représenter était au courant que nos députés sont en train de travailler sur tel, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore eu le temps de traiter tel dossier. Est-ce que vous avez eu écho, par exemple, d'une forme de communication qui relèverait de la redevabilité aussi vis-à-vis des populations? Bon. Par rapport à la communication, je crois qu'il y a le site de l'Assemblée. Vous et moi, nous avons accès, tous les citoyens. Si je dis tous les citoyens, mais il faut qu'ils aient d'abord l'information. S'ils sont informés, ils peuvent y accéder et avoir les informations. Et donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y aura même pas des informations sur le site. Et maintenant, par rapport au second point, vous avez parlé du fait que les députés, sur les questions des droits de l'homme, non. Ça m'a échappé. Aussi, ça vous a échappé, il n'y a pas de problème, ça va revenir, on va évoluer dans le débat. Okay. Alors, dans votre document, d'accord, je vais maintenant parler de votre document de façon précise. Dans votre document, vous avez dit que les citoyens peuvent avoir accès à des documents publics. Je pense que vous l'avez encore énoncé tout à l'heure subtilement. Du Parlement, assister aux séances, recevoir des informations. Concrètement, comment ça marche? Je suis citoyen, je vais me mettre dans la peau de la bonne dame qui vend des mets au marché. Voilà, comment est-ce que concrètement le citoyen peut avoir accès à ces informations, peut-être pour à son niveau aussi participer ou bien contrôler, s'assurer que les gens à qui ils ont confié leur mandat ou bien leur voix sont en train de bien faire le job. Ok. Et pour que le citoyen ait accès aux informations, il faut que les informations soient disponibles. Il faut que les informations soient mises à la disposition des citoyens à travers des émissions que font les parlementaires sur les médias et à travers la collecte des données qu'ils font sur le terrain, c'est-à-dire l'écoute de la population. Chaque député organise des séances d'entretien avec, avec les gens de sa circonscription et leur pose des questions pour recueillir les informations. Et au même moment, les personnes de la circonscription peuvent également poser des questions
aux députés pour avoir des éléments de réponse. Il y a aussi le fait d'aller à l'information. Si nous prenons certains citoyens, ils ne connaissent même pas la situation géographique de l'Assemblée nationale. Ils ont tellement peur de s'approcher pour pouvoir demander des informations, etc. C'est également un moyen d'avoir des informations. Mais comment vous expliquez ça, que les gens qui ont confié leur voix à des représentants n'aient pas le courage de s'approcher de là où travaillent leurs représentants? Comment ça s'explique? Non, puisque c'est vous qui en avez parlé, comment ça s'explique? Oui, vous pouvez l'observer vous aussi. Quand vous prenez un taxi, par exemple, pour aller à l'Assemblée, déjà, dans les environs, la personne peut refuser de ne pas continuer. Et il y a certains même, ils arrivent et vous demandent d'attendre pour qu'ils puissent ressortir avant de partir. Parce qu'il a tout simplement peur. Est-ce que ce n'est pas justement tout ce qui est installé comme dispositif autour de ça qui fait peur? Puisqu'on parle de la peur, est-ce que la peur... Personnellement, je ne vais pas dire que le dispositif puisse faire peur à ce point. Pourquoi? Parce que c'est une manière de sécuriser les lieux. Et donc... la personne qui va là-bas sait ce qu'elle cherche, sait ce qu'elle va faire, et tout cela ne peut pas l'amener à développer une peur incontrôlable comme certains le font. Donc, je vais dans une institution, par exemple, je vois le dispositif sécuritaire, je commence par trembler. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut s'approcher, saluer et dire l'objectif de la visite et qu'on t'oriente simplement. Ça, c'est mon point de vue. Oui, oui. Alors, on va parler des journalistes. Okay. D'accord. Nous avons un confrère ici, Espoir Bogan, qui avait d'ailleurs eu à couvert autrefois les activités de l'Assemblée nationale, okay, et qui, un autre jour, il est allé là-bas et on l'a chassé. Bon, on me dira peut-être que c'est dans la 4e République que ça s'est passé. D'accord, maintenant je veux raconter un fait, cette fois-ci c'est moi-même. La dernière fois, j'ai appris qu'il y avait des, comment on appelle ça, des familles, des détenus politiques qui voulaient faire une marche de l'Assemblée nationale vers la présidence. Vous avez eu écho de cela aussi? Bon, enfin, ce n'était pas une marche de protestation, mais c'était plutôt une marche beaucoup plus pour aller demander pardon au PC. Bon, nous sommes allés, moi je suis allé là-bas en tant que journaliste. Il y avait eu la correspondante de TV5 Monde aussi qui était là. Donc on a dit à l'entrée là-bas aux militaires qui sont à l'entrée de l'Assemblée nationale que c'est comme ça, nous sommes venus dans le cadre d'une marche que nous avons apprise qui devrait se tenir, etc. Ils nous ont pris nos cartes, ils sont partis passer quelques coups de fil. Au bout de quelques minutes, ils sont venus, ils ont dit que bon, c'est vrai que la marche n'a pas encore commencé, mais que nous ne pouvons même pas garer dans l'espace de l'Assemblée nationale, d'aller garer un peu loin. Bon, ça, c'est les journalistes qui ont même des difficultés à avoir accès. Avant des journalistes, on est après tout des citoyens. Si nous, à notre niveau, nous avons même des difficultés à rentrer ou bien à rester dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, vous imaginez pour le citoyen lambda qui va vouloir peut-être venir regarder, ne serait-ce que venir regarder le bâtiment. Vraiment, c'est un peu complexe, mais par expérience, moi je vois des journalistes qui viennent là-bas s'informer ou qui participent aux séances parlementaires et qui n'ont pas rencontré ce problème que vous venez de mentionner. Et donc, ça va être difficile pour moi de dire la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Mais je peux aussi me poser des questions, mais l'autre là, qui est revenu et qui n'a pas été accepté, est-ce qu'il aurait eu des comportements déplacés? Je ne sais, je ne saurais le dire. Et si on vous demande de garer dans les environs, ce n'est pas à vous seul. Ce n'est pas à vous seul. Il y a des événements où, quand il y a du monde, tout le monde ne peut pas accéder. Mais ce jour, il n'y avait pas du monde. La manifestation n'avait même pas lieu puisque les gens n'étaient pas venus. Dans un premier temps, la correspondante TV5 Monde, elle, par exemple, elle a garé même à l'intérieur. Donc,
après avoir garé à l'intérieur, après quand on a compris que elle est venue en tant que journaliste, c'est une journaliste de TV5, on dit bon, là, vous sortez vos véhicules, vous garez de l'autre côté. Bon, ce n'est peut-être pas de vos prérogatives, mais on est en train de parler de la participation citoyenne. Donc, c'est normal de relever cette difficulté-là. C'est pour vous dire, si vous êtes d'accord avec moi, que déjà même le citoyen en soi a peur de s'approcher de là. Nous qui sommes un peu plus ou moins éveillés, qui nous approchons de là, nous qui n'avons pas peur, ce n'est pas aussi simple pour nous en tant que tel. Alors, quand je reviens à votre guide citoyen, vous avez produit un guide citoyen, c'est bien, mais est-ce que ça atteint les citoyens? Est-ce que les citoyens sont au courant de ce guide? Ok. Par rapport au guide sur la participation citoyenne, ce guide a été commandité par une organisation de la société civile dans le cadre d'un projet. Et donc, il revient... Notamment, vous voulez parler du CACID? Oui, du collectif des associations contre l'impunité au Togo donc, dans le cadre du projet de la contribution des ESC à l'ouverture parlementaire. Je pense que c'est un projet Oui, c'est ce projet, c'est dans le cadre de ce projet. Et je pense que c'est un projet qui est soutenu par le réseau parlementaire d'Afrique, PEN Africa, et puis la Fondation nationale pour la démocratie, le NED. Oui. C'est dans ce cadre que le guide a été commandité. Ça fait partie d'une activité du projet. Ce guide, je ne peux pas dire que ça atteint d'emblée toute la cible parce que il faudra faire un travail de dissémination pour que la population soit informée de comment participer au travail ou bien comment collaborer avec le Parlement, comment donner son avis, comment contribuer aux prises de décisions politiques, etc. Sinon, c'est restreint actuellement. C'est actuellement au niveau de CACID avec ses cibles. Et normalement, il faudra résumer même le guide et partager ça avec toute la communauté togolaise dans chaque région, faire des sensibilisations pour les amener à comprendre ce que c'est que le Parlement, et les rôles et fonctions du Parlement, et les parlementaires, comment s'approcher d'eux et comment contribuer. Beaucoup de choses sont dans le guide et qui peuvent aider les citoyens par rapport à ce que c'est que le Parlement. Par rapport à ce que c'est que le Parlement. Donc, à votre niveau, c'est vrai que vous n'êtes pas venu pour le compte du CACID. Vous ne savez pas si ce travail a commencé ou si ça évolue, d'accord? Alors, si on prend votre guide et qu'on veut retenir peut-être 3 à 5 choses fondamentales pour quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, pour un citoyen qui nous regarde, quels sont les éléments clés selon vous qu'on doit garder à l'esprit? Ok. Je dirais d'abord que nous pouvons parler des intérêts de la participation citoyenne. Et comme intérêt de la participation citoyenne, c'est d'agir dans l'intérêt général, c'est-à-dire d'agir dans l'intérêt de tous. Il ne faut pas que certains soient favorisés et d'autres lésés. Il faut également adapter les projets aux besoins de tous, de toutes les couches sociales, que ce soit personnes marginalisées, personnes handicapées, personnes âgées, personnes malades, etc. Il faut que tout le monde soit pris en compte pour un développement durable et une paix vraiment digne. Il faut aussi favoriser l'adhésion de tous, ne pas mettre quelqu'un de côté et créer une dynamique favorable et dépasser les intérêts individuels, je l'ai déjà dit. Et donc, à part ces éléments, il faut aussi noter les différents niveaux de la participation citoyenne. Il y a la consultation. Ce sont des informations que nous ignorons. Et c'est bien de les avoir à la consultation qui permet de recueillir les avis des citoyens sur un sujet ou bien un projet donné. Il y a aussi l'information, présenter les éléments d'un sujet nécessaire à une compréhension collective. Ensuite, la co-construction. Là, il faudra partager les décisions
élaborer et mettre ensemble les projets. Parce qu'il faut que chaque individu joue son rôle. Chacun doit faire sa part. Nous ne pouvons pas dire que ça là, c'est celui-là qui doit le faire, donc on attend qu'il le fasse forcément, mais c'est quelque chose à faire de manière collaborative. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour la propriété dans la rue, par exemple? Donc, je ne dois pas jeter ceci, je ne dois pas faire ça. Il y a également la collaboration. Je viens de parler de la co-construction, de la collaboration, c'est-à-dire que les acteurs doivent être capables de travailler ensemble. Nous ne devons pas dire que telle personne est de telle localité, donc je ne vais pas travailler avec elle. Oui, avec elle. Voilà. Merci beaucoup. Madame Irène Diarra, je voudrais bien quand même continuer cette émission avec vous. Mais le petit temps qui nous a imparti est malheureusement terminé. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous. Je rappelle que vous êtes docteur en anthropologie et que vous avez rédigé le guide citoyen sur le fonctionnement du Parlement et la participation citoyenne. Merci encore d'être passé. C'est plutôt moi qui vous dis merci.